Donc quelques mots d'accueil et de présentation, comme me l'a demandé Alcide Carton pour cette conférence qui va nous être présentée par Michel Gare. La thématique de l'après-midi, c'est un peu la thématique de la mémoire de Robespierre. Ce sera le troisième thème qui sera abordé dans le centre d'interprétation qui verra le jour dans les années qui viennent. Et c'est vrai que cette mémoire de Robespierre est quelque chose d'assez difficile à saisir. Parce que l'histoire est une chose, le souvenir qu'on en a et qu'on partage en est une autre. Et je vois plusieurs grandes difficultés auxquelles l'historien ou le public sont confrontés à partir du moment où ils veulent aborder cette mémoire et cette histoire. La première difficulté, c'est celle de l'oubli. Je veux dire par là que l'histoire telle que nous la connaissons aujourd'hui est le produit d'une construction. Ce n'est pas ce qu'ont vécu les contemporains. Si vous prenez une collection d'estampes comme les tableaux de la Révolution française, par exemple, qui sont les grands événements qu'ont vécu les hommes en 1789, 1790, vous feuilletez cet album d'estampes et vous allez voir toute une série de scènes qui sont totalement oubliées. Alors il y aura bien sûr les scènes attendues, vous aurez le 14 juillet, vous aurez les journées d'octobre et les Parisiennes qui vont chercher le roi et la reine à Paris, mais vous aurez aussi la prise de la prison de l'Abbaye le 30 juin 1789, dont plus personne n'entend. Vous aurez le procès des frères Agasse et l'exécution des frères Agasse au début de l'année 1790, que plus personne ne connaît aujourd'hui. Donc il y a un décalage entre l'histoire qui a été vécue par les contemporains et l'histoire telle qu'on la trouve dans les livres d'histoire. Il y a une sélection qui se fait, qui n'est pas une sélection naturelle, qui est une sélection qui s'opère selon des choix. Et l'historien, son but, c'est d'essayer de caler l'histoire sur les faits importants qui ont été connus. Et de ce point de vue-là, il y a un exemple à Rajoie qui est assez net, c'est celui d'Augustin Robespierre, par exemple. J'évoquerai rapidement une anecdote. Il y a 2 ou 3 ans, on était allé avec des étudiants de master à l'Assemblée nationale, à Paris, et on a eu la chance de visiter les archives de l'Assemblée nationale, et là, on nous avait montré un registre qui était en fait le registre des indemnités des conventionnels. Donc il était ouvert à la lettre R, et une étudiante a regardé le registre, et elle m'a dit « Mais monsieur, pourquoi Robespierre apparaît 2 fois ?» Alors je suis rassuré, j'ai dit que ce n'était pas parce qu'il voulait toucher 2 fois l'indemnité, mais qu'il y avait bien 2 frères qui étaient là, et effectivement, Augustin, elle n'en avait jamais entendu parler. C'est un peu de notre faute à nous enseignants aussi, puisque c'est vrai que quand on fait un cours sur la Révolution, on parle inévitablement de Robespierre, on ne parle pas nécessairement d'Augustin Robespierre, et pourtant le personnage est un personnage qui a une importance réelle. Il a été conventionnel, alors c'est vrai qu'il est surtout conventionnel en mission, mais il joue tout de même un rôle important à cette époque-là. Je pense notamment à certains de ses discours de l'été 1793, lorsque la France se dote d'une constitution républicaine. Il est de ceux qui disent qu'une constitution républicaine ne suffit pas, il faut aussi 2 autres choses. Il faut un code civil et il faut une grande loi sur l'éducation nationale, parce que les institutions sont une chose, faire des républicains, c'est quelque chose d'aussi important. Et ce personnage, dans la mémoire républicaine du XIXe siècle, il a son importance. Je pense à David d'Angers, par exemple. David d'Angers qui a consacré toute une série de médaillons à des personnages de son temps, mais aussi à des révolutionnaires morts. On sait qu'il en a consacré 2 à Robespierre Maximilien, Robespierre aîné. Il en a consacré un aussi, qui est beaucoup moins connu, à Robespierre jeune, comme on l'appelle à l'époque, c'est-à-dire à Augustin Robespierre. Et dessus, il a noté, alors ce ne sont pas véritablement des mots que Robespierre jeune avait prononcés le 9 Thermidor, mais il a noté les propos qu'il avait prononcés à ce moment-là. Et ces propos sont je partage la vertu de mon frère, je veux partager son sort, je demande moi aussi le décret d'arrestation. Et effectivement, il est décrété d'arrestation, et il passe à la guillotine beaucoup plus vite, sans doute, qu'il ne l'avait prévu, dès le lendemain, dès le 10 Thermidor. Bon, il y a là toute une série d'attitudes qui sont des attitudes empruntées à la Rome antique, tout un héroïsme et un désintéressement qui peuvent aujourd'hui fasciner, mais qui sont dans l'esprit de ces hommes de ce temps. Donc l'oubli, c'est un premier danger. Et le but de l'historien, c'est évidemment de restituer les faits, les personnages, les vies, pour éviter que l'oubli ne les engloutisse. Le deuxième danger que j'évoquerai, ce sont les lieux communs, les a priori, les idées toutes faites. Et là, je ne reproche rien à personne. L'histoire est ce qu'elle est.
et c'est vrai qu'elle nous est transmise par des mots, par des expressions, qui renvoient à des images. Je pense, par exemple, à toutes ces expressions, comme le règne de la terreur. Le mot règne a un sens. C'est celui d'un roi ou celui d'un tyran. Le règne de la terreur, la chute de Robespierre, ça c'est une expression qui apparaît dès 1794. On avait parlé en 1792 de la chute du trône, on parle de la chute de Robespierre en 1794. C'est l'image d'un homme qui incarne en quelque sorte un régime, un système, qu'on va appeler par la suite la terreur, à laquelle on ajoutera une majuscule au XIXe siècle, et qui se construit à partir de ce moment-là. Alors attention, hein, qu'on comprenne bien, ce sont des faits, les faits ont existé, la guillotine c'est un fait, la loi du suspect c'est un fait, la loi du 22 Prairial c'est un fait, il ne s'agit pas ici de vouloir oublier ou de vouloir minimiser ce qui s'est passé, mais simplement de dire que l'image qu'on peut avoir des choses est en décalage par rapport à ce que les hommes de l'époque ont vécu. Il y a, de ce point de vue-là, une histoire qui s'est écrite au fil du temps, et on sait que l'an 3, les années 94-95, sont un moment de réécriture profonde de l'histoire, et ça va être l'objet de cette conférence que de revenir sur ce moment de réécriture de l'histoire. Je voudrais simplement rappeler que cette réécriture elle a commencé bien avant, et la première citation que j'ai trouvée de la part d'un Arageois évoquant le personnage de Robespierre comme un monstre, c'est une citation d'avril 1790. En avril 1790, il y a un Arageois anonyme qui écrit au président de l'Assemblée nationale, on est en avril 90, la révolution elle vient de commencer, on ne parle pas encore de guillotine, on ne parle pas encore de terreur, c'est une révolution assez douce qui se produit à partir de ce moment-là. Et cet Arageois a écrit « Il est étonnant que l'auguste Assemblée garde en son sein un monstre tel que Robespierre, qui n'a ni foi, ni loi, ni religion, et dont le génie ne respire que le sang et le carnage. » Voilà ce qu'il écrit. Donc Robespierre comparé à un monstre, son action évoquée avec le sang et le carnage, c'est un homme qui est un démocrate en 1789, qui demande que tous puissent accéder au service armé, donc que tous les citoyens, hommes, puissent servir et défendre leur pays et leur nation par les armes, que tous puissent voter. Il propose aussi le mariage des prêtres. Bon, il y a là toute une série d'attitudes qui choquent énormément, et on voit en lui un dangereux agitateur, et donc l'image du monstre, elle apparaît à ce moment-là. Alors, ça va se développer beaucoup plus en 1794-1795, et pour en parler, Michel Biard a accepté donc de revenir sur son dernier livre. Michel Biard, je le présente en quelques mots. Il est professeur émérite à l'université de Rouen. C'est un historien de la Révolution française qui a dirigé les annales historiques de la Révolution, qui a publié une dizaine d'ouvrages personnels et sans doute une vingtaine ou une trentaine d'ouvrages collectifs, dont des ouvrages particulièrement importants qui ont marqué, je pense à Missionnaire de la République, qui est un ouvrage sur ces conventionnels qui sont envoyés en mission dans les départements et près des généraux, en 1793, 1794 et encore 1795. Je pense également à Vivre libre ou Mourir, qui est un ouvrage sur ces morts violentes de conventionnels, morts au combat pour certains d'entre eux, plus souvent par le suicide ou par la guillotine. Ils sont un peu plus de 80 à avoir une mort non naturelle à l'époque de la Convention, et souvent des morts, pour certaines d'entre elles, des morts volontaires, des personnes qui se suicident ou qui s'envoient eux-mêmes à la guillotine, un peu comme l'avait fait Augustin Robespierre. Donc il a publié toute une série de travaux sur la Révolution. L'un des derniers dont on a beaucoup parlé, c'est un ouvrage qui s'appelle « Terreur », avec un point d'exclamation, qu'il a écrit avec Marissa Linton, donc un regard franco-britannique sur cette période que l'on appelle la terreur, les années 93-94, une partie des années 93-94, qui est sans doute l'un des moments de la Révolution qui a subi la réécriture la plus profonde ces dernières années. Et son dernier livre, En finir avec Robespierre et ses amis, dont il va nous parler aujourd'hui, est un livre qui revient sur Robespierre après Robespierre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait finalement
de l'image de Robespierre, de la mémoire de Robespierre, de ce personnage, une fois qu'il a été arrêté et une fois qu'il a été exécuté. Et là, à partir de l'été 1794, et pour l'année 1795, il y a un enjeu politique important qui se dégage, c'est celui de la reconstruction d'un régime d'après ce moment d'exception qui a été le moment de 1793-1794. Il faut passer à autre chose. Il faut aussi gérer le passif, en quelque sorte, arriver à changer l'image de la Convention, à faire passer ces années 93-94 qui seront quand même très peu à défendre par la suite. Beaucoup diront un peu comme Sieyès, j'ai vécu, et la faute sera rejetée sur quelques-uns, même si toutes les décisions étaient, en théorie, au moins collectives et parfois en pratique collectives, notamment au sein du comité de salut public. Donc voilà, je donne tout de suite la parole à Michel après cette longue introduction, mais on m'avait demandé de développer un petit peu le contexte, mais je crois que j'ai abordé des thématiques qui ne sont pas au cœur. Voilà. Mais je te donne la parole tout de suite. Voilà. Merci à Hervé Levers, mon collègue et ami, pour sa présentation très complète, y compris la présentation de l'auteur qui va vous parler, puisqu'effectivement j'ai quelques livres derrière moi. Merci aussi à l'Association des Amis de Robespierre de m'avoir invité ici pour vous parler de ce livre. Alors ce livre qui est pour moi déjà un peu du passé, puisque c'est un livre qui est sorti en 2021, je crois en janvier, et vous comprenez bien qu'un livre sorti en 2021, a fortiori en janvier, ça veut dire qu'il a été écrit en 2020. Bref, c'est un livre qui, pour moi, a 3 ans d'âge, comme on dit parfois pour les whisky pas encore terribles, parce que 3 ans, ça fait pas beaucoup. Je suis passé un peu à autre chose. Mon prochain livre sort au mois de septembre à venir, et s'intitulera « Les derniers jours de la montagne, les premiers irréductibles de gauche en France », c'est-à-dire ceux qui ont été assez... Je vous laisse choisir, courageux, inconscient, insensé, fou, héroïque, pour rester dans l'Assemblée et siéger encore fidèlement à gauche. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient des amis de Robespierre, ça c'est un autre problème. Vous savez que Thermidor c'est compliqué, mais ces gens-là ont été un peu oubliés, même si Françoise Brunel a rappelé récemment dans votre bulletin, enfin dans le bulletin de votre association, un peu leur mémoire. Donc c'est un livre qui est ancien, j'y suis quand même revenu avec plaisir, et je me suis amusé tout de suite à vous projeter cette image qui est finalement double ou duale, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire la couverture du livre telle qu'elle existe depuis 2021, en finir avec Robespierre et ses amis, et puis juillet 94, octobre 95, et puis vous avez à côté la queue de Robespierre, et puis une question, est-ce qu'elle est éphémère ou est-ce qu'elle était interminable? Alors autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas qu'une question d'amusement. Initialement, le livre devait s'appeler La queue de Robespierre. Je n'avais pas choisi le titre par provocation, c'est parce que c'est un livre sur la campagne pamphlétaire qui s'est formée à partir de l'été 94 sur ce thème de la queue de Robespierre. Alors on verra tout à l'heure de quelle queue, de quelles acceptions, de quel sens on doit entendre le mot. Et puis l'éditeur a tiqué, pour des raisons qu'on va dire diverses, ou sur lesquelles je vais jeter un voile, le cas échéant pudique. Il a tiqué et il m'a suggéré en finir avec Robespierre et ses amis. Là, j'ai tiqué moi aussi parce que je me suis dit que j'allais me faire lyncher du côté de la race. Bon, finalement, on a fait un compromis que mon maître Michel Beauvais aurait sans doute appelé un compromis bourgeois. J'ai accepté leur titre. Sur les titres, j'ai plutôt tendance à penser que les éditeurs, en général, sont plutôt de bons conseils. Quoi qu'il en soit, mon livre portait sur, certes, l'image immédiate de Robespierre à partir de l'été 94, mais aussi ses amis, réels ou supposés, c'est-à-dire ce qu'on allait faire, comment on allait éventuellement faire avec, est-ce qu'on allait les pourchasser, ceux qui étaient susceptibles d'être jugés comme ayant été ses proches, voire ses complices, ses sbires, je vous laisse inventer le mot de votre choix. Alors, cette queue de Robespierre, est-ce qu'elle était éphémère ou interminable? Pour poser tout de suite la question et la résoudre d'emblée. En soi éphémère, elle l'a été si on se concentre, comme je vais le faire aujourd'hui, sur la vague de pamphlets, parce que cette vague de pamphlets, elle dure quelques semaines, disons 2 mois au maximum. Interminable,
Je crois qu'elle l'a été et qu'elle l'est toujours, si l'on en juge, non pas par la campagne pamphlétaire elle-même, bien sûr, mais par tous les conflits, toutes les discussions, tous les débats, toutes les querelles autour du nom même de Robespierre, qui fait oublier Augustin, hein, tu avais raison de le rappeler. Bon, là, je vous renvoie au travail fantastique, c'est un des livres que j'aurais voulu écrire à leur place, de Bélissa et Bosc sur la fabrication du monstre Robespierre. Et puis il y a un livre qui vient de sortir, de Marion Poufari, dont on n'a peut-être pas encore beaucoup parlé, il vient de sortir il y a quelques semaines, autour de la mémoire de Robespierre. Et puis comme je suis en train de parler à Arras, il est évident que dans cette ville, il y a toujours des querelles autour du nom de Robespierre, autour de l'idée de faire une maison à la mémoire de Robespierre et non pas à la gloire de Robespierre. Bon, je ne vous apprends rien. Alors, je ne vous parlerai ni des 9 édits Thermidor, je pars du principe que vous connaissez, ni, ou alors très très vite, de la manière dont la légende noire s'enrichit tout de suite et dans les semaines et les mois qui viennent. Hein, là, vous avez à gauche le thème du buveur de sang qui, le matin, presse un cœur pour recueillir le sang dans le calice et évidemment s'empresser de le boire après. Vous avez la tête coupée avec des symboles, alors je ne sais pas si vous les voyez très bien de loin. En haut à gauche, au-dessus du médaillon, il y a le fameux cachet à fleur de lys, hein, qui prouvait le thème de Robespierre roi, Robespierre qui voulait devenir roi. En haut à droite, il y a un pistolet, je ne vous fais pas un dessin. En bas à gauche, une petite feuille intitulée « Liste de proscrits », comme si c'était lui qui dressait les listes de proscrits. En bas à droite, commission d'exécution, ce qui n'a à peu près aucun sens au vu de ce qui se disait à l'époque, hein, mais commission d'exécution, il y a le mot commission et il y a le mot exécution, donc tout le monde comprend. Et puis le petit symbole qui est au centre en bas, je ne sais pas si vous le voyez de loin, c'est le couperet de la guillotine, tout est dit. Hein. Alors des gravures comme ça, il y en a plein. Vous avez aussi après les gravures fantaisistes, dont celle-ci qui est anglaise et qui est tardive, mais que j'aime bien au point de la reprendre pour ma couverture. J'étais un peu gêné parce que c'est 1799, donc c'est tardif, mais quand même, c'est fou. Je veux dire, aucun bourreau de la période révolutionnaire n'exécuterait qui que ce soit comme ça. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on exécutait les gens, ils avaient les mains attachées, on les basculait sur la planche, j'imagine que vous connaissez ça. Là, on a l'impression de quoi, justement, d'une espèce de bête sauvage, hein, qui met son pied contre le montant pour ne pas y aller. Je jette un voile sur le fait que sa mâchoire est en parfait état. On se demande où est passé le projectile qui l'a détruite. Bon, passons. C'est du fantasme pur et simple. Alors, fantasme pour fantasme, vous n'y échapperez pas. Voilà un moment, la couverture à laquelle j'avais envisagé de faire appel. L'éditeur a encore plus tiqué, c'est-à-dire que j'aimais bien l'idée de faire un collage à partir d'une tête de la Gorgone, de Méduse, si vous voulez l'appeler comme ça, et de coller tous ces serpents de la médisance, de la discorde sur la tête de Robespierre, parce qu'on verra tout à l'heure que dans le thème de la queue de Robespierre, il y a notamment la queue du reptile, pas forcément du serpent. Et puis vous savez que la tête de Méduse a une autre particularité, c'est qu'une fois qu'elle est coupée, elle continue à être dangereuse. Vous connaissez tous la fable, hein, enfin la légende, c'est-à-dire que la tête de Robespierre, lapsus intéressant, la tête de la méduse, si on la regarde, on est pétrifié. Et évidemment, je voulais filer la métaphore sur la tête coupée de Robespierre, mais qui continue à être embêtante et qui, le cas échéant, peut pétrifier. Alors, ce qui nous retiendra cet après-midi, c'est la campagne pamphlétaire, je l'ai dit, autour de l'été 94 et de la queue de Robespierre, avec en arrière-plan, Hervé Levers en a parlé déjà, des questions qui sont des questions essentielles, qui sont les questions fondamentales de juillet-août 1794. Comment va-t-on, comment peut-on en finir avec la vague d'arrestations, la vague d'exécutions, renforcée depuis la loi du 22 prairial qui a accéléré le fonctionnement du tribunal révolutionnaire? Pour le dire autrement, même si je n'aime pas du tout le dire comme ça, comment en finir avec la terreur? Et faut-il en finir avec la terreur? Comment, quand même, gagner la guerre? Parce que mine de rien, la guerre est toujours là, les ennemis sont toujours là aux frontières, il y a toujours des contre-révolutionnaires, et il faut bien les vaincre. Comment parvenir à la paix, donc? Et comment parvenir à la paix pour appliquer cette constitution
on ne peut plus démocratique de 1793, dont vous savez sans doute qu'elle a été mise en suspens. Elle n'est pas annulée, elle est mise en suspens jusqu'au retour de la paix. Et le temps que la paix revienne, le gouvernement, Hervé l'a rappelé tout à l'heure, a été proclamé révolutionnaire jusqu'à la paix, c'est-à-dire révolutionnaire au sens d'extraordinaire. Comment va-t-on faire pour appliquer cette constitution et donc gagner la guerre, revenir à la paix qui permettra de l'appliquer? Or, aux lendemains immédiats des 9 édits Thermidor, j'ai presque envie de dire le 11 déjà, pour ne pas dire déjà le 9 et le 10 à la limite. Aux lendemains immédiats des 9 édits Thermidor, ce que je voudrais que vous compreniez, pour bien saisir la suite, c'est que rien n'est figé politiquement dans ce que d'aucuns appelleraient aujourd'hui, je mets des guillemets géants, le paysage politique. Je n'aime pas trop l'expression, mais bon, l'image est pratique. Rien n'est figé dans le paysage politique du moment, et notamment à la Convention. La première version que donne la Convention, par la voix de Barrère, mais il n'est pas le seul, c'est que l'élimination de Robespierre et de ceux, ils sont nombreux, qui passent à la guillotine avec lui le 10, le 11, et puis il y en a encore un petit peu dans les jours qui suivent, cette élimination, c'est l'élimination d'une faction. Une énième faction. On a éliminé les Girondins, on a éliminé les hébertistes, appelons-les comme ça, on a éliminé les dantonistes, on a éliminé Robespierre et ses partisans. Autrement dit, ça ne va pas changer pour autant le cours de la Révolution. Et certains, sans doute, ont pensé que l'élimination de Robespierre n'allait pas être un coup d'arrêt à la Révolution et n'allait pas être ce que va devenir la Révolution à partir de l'an 3. Or, certains commencent à penser, pour des raisons qui seraient un peu longues à vous exposer si je veux tenir mon temps, à donner un nouveau cours politique à la Révolution, à donner de nouvelles orientations. Il y a deux personnages qui sont fondamentaux, même s'ils ne sont pas que deux. Le premier, c'est Tallien. Alors Tallien, c'est quelqu'un qui est élu du département de la Seine-et-Oise, donc juste à côté de Paris. C'est un montagnard qui compte parmi les orateurs les plus prolixes à la Convention. Il y a plus de 200 interventions de Tallien à la Convention, même si certaines datent de l'après-Thermidor. C'est quelqu'un qui a rempli de nombreuses missions dans les départements, et c'est quelqu'un, surtout, qui a été actif au moment du coup de force de Thermidor. De ce que l'historiographie, et dès 1994, celui l'a justement rappelé, appelé la chute, entre guillemets, de Robespierre. Le deuxième personnage, c'est Fréron, le fils de, comme on dit, puisque le père de Fréron, c'est le célèbre Fréron qui a rompu des plumes avec les philosophes au XVIIIe. Bon, laissons tomber le père, et prenons le fils à défaut du Saint-Esprit. Fréron, lui, il est élu à Paris. C'est aussi un montagnard, et c'est quelqu'un qui a été, comme Tallien, plusieurs fois représentant en mission dans les départements, et qui notamment, avec un autre représentant dont je ne verrai pas l'image, parce que je n'ai pas voulu les multiplier, qui s'appelle Barras, qui joue aussi un rôle en Thermidor bien sûr, Fréron, avec Barras, a été l'un des artisans principaux de la répression qui a suivi le siège de Toulon. Alors vous savez que Toulon est une ville qui s'est révoltée comme Lyon, qu'il a fallu l'assiéger, avec un certain Bonaparte qui apparaît à ce moment-là, même s'il ne sort pas de nulle part. Et la répression à Toulon, ce sont des centaines de fusillés sans procès dans les jours qui suivent la reprise de la ville. Si parmi les représentants membres de la Convention, on peut dire un tel a du sang sur les mains, un tel en a beaucoup passionnément à la folie, ou pas du tout, Fréron, il serait dans le top 10, pardonnez-moi de le dire comme ça, il serait vraiment dans ceux qui ont assuré une répression qui était tout sauf tendre. Après, c'est Toulon. Donc, contexte de guerre, je veux dire, avec un aspect de guerre civile, contexte qui n'est pas n'importe lequel, puisque c'est un port militaire. Trouvez-moi d'autres exemples de pays où, quand on reprend une ville après de longs mois de siège, on jette des fleurs et des roses et on paye un coup à boire aux assiégés. Non. Je veux dire, les Français qui se sont battus contre la France, en général, époque autre, ça ne pardonne pas si vous me pardonnez l'horreur de ce que je suis en train de dire. Alors les deux hommes, mais pas tout seuls, sont à l'origine, dans l'été 94, de ce que j'appelle une offensive concertée. Une offensive concertée qu'on peut voir à travers 3 dates que vous avez là. Le 9 Fructidor, 26 août 94, donc on est pile poil un mois après le 9 Thermidor. Il y a un discours de Fréron devant la Convention qui réclame une liberté illimitée de la presse. Il n'est pas le premier à en parler,
Talien, par exemple, en a parlé aussi. En gros, on en a parlé dès l'après-Thermidor. Le même jour, sort des presses le premier pamphlet qui porte le nom de La queue de Robespierre. Alors, je ne sais pas si vous croyez au hasard. Moi, en tant que citoyen, parfois j'y crois un peu. En tant qu'historien, j'ai un peu du mal. Et souvent, quand je vois ça, je me dis, il y a peut-être quelque chose. Le 11 Fructidor, 2 jours après, discours de Talien devant la Convention, qui théorise l'existence prétendue d'un système, non pas de terreur, mais de la terreur, c'est pour ça que j'ai mis le « la » en rouge, je l'ai surligné en rouge, du système de la terreur, c'est-à-dire un système politique de gouverner par la terreur et qu'il impute à Robespierre et à ses partisans. Et, hasard sic, il n'y a pas de hasard justement, le lendemain, le 12 Fructidor, un autre montagnard, que vous n'avez pas vu en image, peu importe, Lecointre, fait un discours devant la Convention pour dénoncer 7 anciens membres des comités de salut public et de sûreté générale. Alors, il y en a 3 qui sont des membres du comité de salut public, Barrère, Billaud-Varenne et Collot d'Herbois, et les 4 autres sont des membres du comité de sûreté générale, Amar, David le peintre, bien sûr, Amar, David, Voulant et Vadier. Ce que je n'ai pas mis pour ne pas rajouter, c'est que 5 jours après, donc le 17 Fructidor, sont exclus du club de Jacobins Talien, Fréron, Lecointre. Pourquoi ? Parce que le 12 Fructidor, c'est trop tôt, et la dénonciation de Lecointre est rejetée comme calomnieuse. En gros, personne ne peut entendre ça simplement un mois après Thermidor. Alors pourquoi cette offensive concertée à ce moment-là ? Cette offensive concertée à ce moment-là, parce que ça n'arrive pas à n'importe quel moment. Il y a à ce moment-là des changements qui sont des changements majeurs. D'abord, dès le 14 Thermidor, la fameuse loi dont je parlais tout à l'heure, la loi dite de grande terreur par les historiens, elle a été abrogée. Et on va très vite changer le fonctionnement du tribunal révolutionnaire avant, plus tard, mais c'est un autre débat, de le faire disparaître. Le 15 Thermidor, on est dans le Pas-de-Calais, donc je ne peux pas ne pas en parler, c'est l'arrestation d'un représentant en mission montagnard, Le Bon, qui au demeurant ce jour-là est davantage arrêté pour ses liens avec Robespierre et les partisans de Robespierre, et aussi parce que justement il était du Pas-de-Calais, que pour ce qu'il a fait en mission. Ces missions, ça va ressortir un peu après, même si on en parle déjà, ça va de soi, on en parlait déjà avant Thermidor. Le même jour, un autre représentant en mission montagnard, qui s'appelle Meignet, est mis en cause, et lui échappe à l'arrestation. Le 7 Fructidor, c'est la refonte des pouvoirs des grands comités de gouvernement. Je vais vous faire simple, il y avait 2 grands comités, qui étaient dits, pas toujours, mais parfois, comités dits de gouvernement, comité de salut public, comité de sûreté générale. Désormais, il y en aura 3. Salut public, sûreté générale et comité de législation. Alors, on ne crée pas ce comité de législation, il ne tombe pas du ciel, il existait déjà, mais on lui donne de nouveaux pouvoirs. Je vais être peut-être plus facile à comprendre pour vous. On prend des pouvoirs au comité de salut public pour les remettre aux 2 autres comités et surtout à ce comité de législation. Bref, pour être encore plus direct, on affaiblit les pouvoirs du comité de salut public sous l'angle du « plus jamais ça ». Plus jamais un comité aussi puissant que l'a été le comité de salut public. Et puis à la fin de ce mois de Fructidor, dont vous voyez que c'est quand même un mois important justement, 22-28, c'est le fameux procès des Nantais, de citoyens de Nantes qui avaient été envoyés au tribunal révolutionnaire par Carrier. Leur procès se termine par un acquittement, ils sont acquittés, Carrier est dénoncé, est mis en cause, et pour aller jusqu'au bout, je vous ai mis 2 autres dates, Carrier va finir par être non seulement mis en cause, mais être arrêté, et vous savez qu'il est ensuite guillotiné. Bon, parmi les angles d'attaque qui sont choisis par cette offensive concertée dans ce moment-là, je vous l'ai dit et je le répète, il y a cette question de la liberté illimitée de la presse. Je vous ai mis là un petit extrait des débats à la Convention, le 9 Fructidor, c'est-à-dire le jour du discours de Fréron. Talien. La liberté de la presse n'existe pas si elle n'est pas illimitée. Toute borne en ce genre est un anéantissement. Au passage, ce sont des questions très contemporaines, très actuelles. Pensez aux caricatures, pensez à Charlie Hebdo, hélas, 3 fois et 1000 fois hélas. Jusqu'où peut-on caricaturer? Jusqu'où peut-on rire? Jusqu'où peut-on tout écrire?
et Amar qui, quelques jours plus tard, va faire partie des dénoncés, je ne sais pas si vous avez reconnu le nom, la liberté indéfinie donne le droit de tout dire sans restriction. Difficile de trouver la logique autrement qu'imparable. Il s'ensuivrait donc, s'il y a la liberté limitée de la presse, il s'ensuivrait donc que des hommes qui tiennent aujourd'hui au parti du royalisme, de la Vendée, pourraient avancer, publier leurs idées contre-révolutionnaires. Et là, dans l'Assemblée, il y a des murmures. Il s'ensuivrait donc que des hommes purs, des hommes intègres, pourraient être calomniés. Pense-t-il à lui? Je ne sais, parce qu'on ne peut pas voir les cerveaux à quelques siècles de distance. Je pense que oui, quand même, mais en l'occurrence, il fait partie des dénoncés 3 jours après. Et vous voyez que là, on a quelque chose qui est très, très contemporain, comme je le disais tout à l'heure. Or, on est le 9 Fructidor, et le 9 Fructidor, c'est le jour où sort la queue de Robespierre. Alors, d'où sort cette queue de Robespierre? Elle sort bien sûr des presses d'un imprimeur, mais j'ai trouvé dans un journal une indication qui me laisse à penser qu'elle est un tout petit peu plus précoce que le 9 Fructidor. Puisque en l'occurrence c'est un journal qui n'a pas un intérêt particulier, mais qui est daté du 4, donc 5 jours avant, et voyez ce qui est écrit, on fait dire, alors j'adore Léon, c'est comme Léon de Zazie dans le métro de Queneau, mais qui on fait dire à Maximilien Robespierre allant à la mort, ils vont me couper la tête, mais ils ne me couperont pas la queue. Alors, on éclate de rire évidemment, parce que de toute façon, vous savez qu'une fois qu'il a reçu le projectile dans la mâchoire, j'ai fait travailler un médecin légiste là-dessus, il ne pouvait quasiment plus parler. Il souffrait de troubles de la parole qui faisaient qu'il ne pouvait plus parler. Bon, et puis la phrase de toute façon est ridicule. Sauf que ça pose la question de savoir ce que c'est que cette queue de Robespierre. Quand j'ai rencontré la queue de Robespierre, si j'ose dire, je me suis tout de suite dit, mais qu'est-ce que c'est que cette queue? Alors cette queue, c'est donc ce pamphlet. Le titre est clair, la queue de Robespierre, pas de problème, ou, vous savez qu'au XVIIIe siècle, c'est souvent comme ça, et au XVIIe, il y a un deuxième titre, le mariage de Figaro ou la folle journée, la queue de Robespierre, ou les dangers de la liberté de la presse. Traduisez, ou les dangers de la liberté illimitée de la presse, traduisez l'ironie, parce que évidemment le pamphlet est favorable à la liberté illimitée de la presse. Qui est l'auteur? Qui est l'imprimeur? L'auteur écrit sous le nom de Félémésie, pas très chrétien, certains vont même d'ailleurs aller assez loin sur ce genre de choses, mais bon, passons. Et l'imprimeur, c'est Rougif. Derrière ces deux noms se dissimule Mé de la Touche, qui signe Mé fils. Et donc, mes fils, si vous prenez les lettres et que vous les changez d'ordre, on arrive à Félémésie. Et puis Guffroy, l'imprimeur, c'est son nom. Et Guffroy, si vous changez les lettres, on arrive à Rougif. Et ce sont deux anagrammes, si vous voulez. Le premier, donc, Mé de la Touche, a été lié avec Danton et Talien. Bon, n'est pas membre de la Convention. Et le second, lui, est membre de la Convention. C'est un montagnard, aussi d'ailleurs élu dans le Pas-de-Calais et qui a réglé des comptes avec Lebon, après en avoir réglé aussi avec les frères Robespierre et aussi avec Lebas, au passage. Mais en sus d'être membre de la Convention, montagnard, il est journaliste et il est imprimeur. Voilà les personnages. Ce pamphlet est centré, comme le titre l'indique, sur la liberté illimitée de la presse, comme le titre donc l'indique, l'annonce, mais il dénonce déjà, à l'intérieur du texte, certains membres de la Convention. Alors je ne vous ai pas mis le texte en entier, mais voilà un extrait, qui est supposé être le fidèle récit de paroles que l'auteur a entendues dans les jardins devant la Convention. Je vais vous dire que c'est complètement inventé. Le croirez-vous? J'ai vu des hommes, devant la Convention, nier la douceur et l'humanité de Billaud-Varenne. Toc, il y en a un qui a attaqué nominalement. J'en ai entendu d'autres dire avec un air d'assurance qu'il pourrait bien y avoir des innocents et même des patriotes parmi les hommes que Collot a fait tuer avec de la mitraille, et 4000 à la fois. Donc là, c'est une référence à une mission de Collot d'Herbois à Lyon, que je connais bien pour avoir fait ma thèse sur le dit Collot, et où il y a effectivement une journée où il y a une exécution avec des canons chargés à mitraille,
qui tue à peu près 260 personnes. Je vous fais l'économie du détail de l'horreur. Les 260 deviennent 4000, passons. Combien Louis le Grand, avec sa dragonaille, les dragonnades contre les protestants, sa dragonaille convertissante, était mesquin, comparé à Collot, qu'on appellera, j'espère, le très grand, bon, etc., etc. C'est-à-dire que dans ce pamphlet, on a en titre, nous allons parler de la liberté limitée de la presse, en intérieur, bien sûr encore la liberté limitée de la presse, mais une dénonciation contre plusieurs conventionnels. Voilà apparaître les premiers amis, entre guillemets, géants, puisque ce ne sont pas forcément des amis de Robespierre, c'est-à-dire les premières cibles qu'on va vouloir abattre. Ce pamphlet inonde Paris. Il est tiré, on en est quasiment sûr, à des dizaines de milliers d'exemplaires. On a parfois avancé le chiffre de 70 000. Bon, c'est invérifiable, évidemment. Ce pamphlet apporte des arguments à ceux qui, à ce moment-là, veulent attaquer les Jacobins et assimiler les Jacobins, et aussi ceux qui vont rester fidèles à la montagne, les assimiler à Robespierre et à la terreur. Il sort, je le répète, le 9 Fructidor. Vous avez vu que la dénonciation, le 12 Fructidor, est rejetée comme calomnieuse. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Alors, comme c'est trop tôt, le pamphlet est interdit. Le comité de salut public ordonne l'interdiction du pamphlet et ordonne que les formes, la forme en l'occurrence, qui a servi à imprimer chez Buffroy, soit brisée. Ça, c'est génial. Quand vous voulez un peu de publicité, faites-vous interdire. Je veux dire, c'est quelque chose qui traverse les siècles et les pays. Il n'y a rien de mieux qu'un bon coup de censure pour se vendre. Je ne voudrais pas citer un ministre d'une Ve République plus ou moins contemporaine d'aujourd'hui, mais un peu de pub sur un passage un peu olé, pourquoi pas, et hop, ça va se vendre, pourvu qu'on en parle. Alors, mais Latouche devient une victime, puisqu'il est censuré. Donc il sort un deuxième pamphlet en reprenant le thème de la queue de Robespierre. Donc chronologiquement, c'est vraiment la deuxième queue de Robespierre, excusez-moi de le dire comme ça. Rendez-moi ma queue. Ou lettre à Sartine Thuriot, par l'auteur de la queue de Robespierre. Qu'est-ce que c'est que Sartine Thuriot? Thuriot, c'est un membre du comité, c'est un conventionnel montagnard, il fait partie des gens qui viennent d'interdire le premier pamphlet. Sartine, c'est le dernier directeur de la librairie, c'est celui qui contrôle, malgré son titre qui est très joli, c'est celui qui contrôlait la censure, dernier directeur de la librairie et aussi dernier lieutenant général de police de Paris du règne de Louis XV. C'est-à-dire jusqu'en 1774. Sartine, à l'époque, est universellement considéré comme quelqu'un qui censurait, qui interdisait, qui jetait les gens en prison. Bref, il a mauvaise presse, si j'ose le dire avec le mot presse. Comme il est détesté, appeler quelqu'un Sartine Thuriot, voilà, c'est-à-dire que Thuriot a censuré. À l'intérieur de ce pamphlet, qui est ironique sur le ton, alors voilà l'ironie, vous avez cru pouvoir soustraire à mes pauvres colporteurs la queue de Robespierre, qui les faisait tant rire. Je vous prie donc, Monseigneur, il parle à Thuriot, donc Monseigneur évidemment est complètement ironique, de me répondre catégoriquement et de me dire si la presse est libre ou non. Dans le dernier cas, je n'écrirai plus. Dans le premier, rendez-moi ma queue. Et rendez-moi ma queue, c'est le titre du pamphlet. À l'intérieur, je vous épargne les extraits, il reprend les mêmes dénonciations que dans le premier pamphlet, et donc il attaque Barère, Biot, Collot, etc. Et dans ce pamphlet-là, pour la première fois, il parle d'une hydre. Vous savez, l'hydre, on lui coupe la tête et ça repousse, d'une hydre à 5 ou 6 têtes. Et là, on a un premier sens du mot queue, et je commence à vous répondre, madame, mais vous allez voir qu'il va y avoir tout un tas de réponses. Un premier sens du mot queue, l'hydre, c'est un reptile, fantastique, et donc c'est l'hydre dont on coupe la tête et qui repousse, donc il y a quelque chose à gratter. Mais Latouche fait un troisième pamphlet. Alors vous allez me dire, quand est-ce qu'il le rédige, quand est-ce qu'il le sort des presses par rapport à l'autre? C'est extrêmement difficile de dater ces pamphlets, parce qu'ils ne le sont jamais. Si, ils le sont parfois, mais vraiment assez rarement. Donc on arrive plus ou moins à les dater et à faire une chronologie en regardant les mentions dans les journaux, puisqu'à partir du moment où on le mentionne dans un journal, y compris dans un seul journal, ça veut dire qu'il est paru.
Hein. Bon, dans l'ordre, c'est le troisième, qui s'appelle la grande queue de Laurent Lecointre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette grande queue de Laurent Lecointre? Ça vise évidemment Lecointre. Lecointre, c'est celui qui a dénoncé le 12 Fructidor, les membres des comités de salut public et de sûreté générale. Alors, pourquoi viser Lecointre alors qu'il a fait campagne avec eux? Ça ne paraît pas logique du tout. Parce que Lecointre fait partie de ceux, alors c'est encore timide à ce moment-là, dont les yeux commencent à se dessiller, comme on dit joliment, dont les yeux commencent à s'ouvrir. Un certain Babeuf, qui n'est pas conventionnel, mais qui est en plein dans ce genre de catégorie. Hein, Babeuf, à l'époque, il écrit des pamphlets au style à Robespierre, et ensuite il va écrire qu'il regrette. Bon, Lecointre est en train de changer d'avis, est en train de revenir sur ses engagements contre Barère, Biot, Collot, etc. Et Lecointre va finalement faire partie des derniers montagnards, donc de ceux qui vont rester fidèles à la gauche. Donc il est attaqué par May, et voilà ce que May écrit. Laurent Lecointre nous donne du réchauffé, divague pendant une demi-journée et finit par préparer ou dénoncer un triomphe, là où il n'aurait dû trouver que la guillotine. Autrement dit, Lecointre, ta dénonciation, le 12 Fructidor, elle n'était pas bien faite, elle était trop précoce. Alors là, May abuse parce qu'il est dans le cercle de ceux qui ont prévu ce jour-là, hein, pour que ce soit en même temps que le discours de Fréron. Donc il est accusé d'avoir mal présenté la dénonciation. Mais fait ensuite un quatrième, et ça sera le dernier sous réserve que d'autres lui appartiennent et qu'il n'ait pas signé, puisque les autres sont anonymes, un quatrième pamphlet qui s'intitule « Défends ta queue » par l'auteur de la queue de Robespierre. Alors pourquoi faire cette fois-ci un quatrième pamphlet? La réponse, vous l'avez dans le texte. C'est la queue de celui-ci, disent les uns. Ah, vous vous trompez, répondent les autres. C'est la queue de celui-là. On est par exemple dans un grand embarras pour savoir quelle est la queue de Robespierre. Les uns disent c'en est. Les autres, ça n'en est pas. Moi, je vous dis que c'en est, et voici ce sur quoi je me fonde. Je traduis tout ça. Qu'est-ce que veut montrer May de la Touche Félémésie avec ce quatrième pamphlet? Excusez-moi de le dire comme ça. La queue, c'est moi. Autrement dit, il veut revendiquer sa paternité. Pourquoi veut-il revendiquer de sa paternité? Parce que la queue de Robespierre a eu un tel succès de diffusion que, chose classique à l'époque et déjà au XVIIIe avant la Révolution, quand quelque chose a du succès, vous imitez. Vous imitez parce que si vous imitez, vous vendez. Si vous vendez, vous gagnez de l'argent. Je veux dire, c'est d'une banalité confondante, hein, l'argent, 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 toujours. Et voilà ce qu'on peut lire dans certains journaux de l'époque. Alors, il y a d'autres citations, hein, mais j'en ai mis deux pour aller vite. Il n'y a rien de nouveau ici. Ici, c'est Paris. Hein. Il n'y a rien de nouveau ici qu'une multitude d'écrits qui s'échappent en aussi grand nombre de toutes les imprimeries de Paris que les feuilles, pendant l'automne, tombent du sommet des arbres, violemment agitées. Et c'est la queue de Robespierre qui produit tous ces oracles. Autrement dit, des queues, des queues, des queues, des queues, il y en a partout. Deuxième citation. On a vu paraître successivement la queue de Robespierre, son front, rendez-moi ma queue, défends ta queue, réponse à la queue, plan de conduite pour les anneaux de la queue, etc. Cette queue est interminable. Il eût été à désirer que l'esprit d'aigreur et de personnalité, d'accusation contre des personnes, se fût moins mêlé à ces productions véhémentes, où, sous un style trop acerbe, on trouve néanmoins des vérités et des idées utiles. Donc là, on est déjà dans du mi-chèvre-mi-chou, c'est-à-dire que l'auteur trouve que c'est pas mal, mais qu'on va peut-être un peu loin, et puis qu'il faudra peut-être faire un peu de tri. Alors je me suis amusé à vous mettre quelques queues, avant d'en arriver au sens. Donc là, c'est dans le désordre, il n'y a pas de classement ni chronologique, ni thématique. Donc voilà un avis au successeur de Robespierre par un de ses plus chauds partisans. Faut-il le dire? Évidemment, c'est un pamphlet anti-Robespierre, mais on prend le déguisement de un de ses chauds partisans, ou plan de conduite pour tous les anneaux de la queue. On retombe sur le serpent avec des anneaux, et les anneaux de la queue, ce sont les successeurs réels ou potentiels ou supposés de Robespierre. Deuxième exemple, tout ça est numérisé, vous les trouvez sur Galata, si vous voulez vous amuser à aller voir ça après. Coupons-lui la queue,
Là, moins qu'on puisse dire, c'est que le slogan est simple. Et regardez le début. Au bout de la queue, le venin. Ce proverbe est trop vrai. Nos vieux aïeux, avec leur bon gros sens, rencontraient souvent juste. Nous éprouvons dans ce moment qu'ils ont prophétisé. Robespierre n'est plus, son esprit vit encore. Il anime cette longue queue dont on nous menaçait le tyran au moment où sa tête allait tomber sous le glaive de la justice nationale. Alors le proverbe en question, j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est un des sens attribués au mot queue, c'est même le sens d'origine. Troisième exemple, les intrigants et les meneurs des Jacobins, là c'est clair pour les cibles, au manège de Franconi, ordre de leur couper la queue. Alors Franconi, aujourd'hui il est complètement évacué de la mémoire collective. Zingaro, j'imagine que ça vous dit quelque chose. En revanche, si j'ose la simplification, Franconi c'est le Zingaro de l'époque, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui donne des spectacles équestres à Paris qui sont réputés. Donc les intrigants et les meneurs de Jacobins, on verra plus tard ce qu'on fait dans ce manège au sens équestre. Quatrième exemple que je ne vais pas commenter parce que là le titre est simple, la grande queue de Barère, donc Barère, un de ceux qui sont accusés, ou les dangers d'aller aux Jacobins, sous-entendu n'allez surtout pas aux Jacobins, je crois que le message est clair. Les anneaux de la queue, bon, j'ai fait une allusion aux anneaux, c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin. Ça c'est peut-être plus intéressant, la queue, la tête, la queue, aux premières lettres de Robespierre à ses continuateurs. Et je vous lis le début. « J'ai vécu, mes amis. Un voile funèbre me sépare de vous. » Qui parle? C'est Maximilien. « J'ai vécu, mes amis, un voile funèbre me sépare de vous. Je suis jugé dans ces lieux, et donc aux enfers, les enfers à l'antique. Le tribunal des enfers, dédaignant une politique que j'avais cru conforme à la sienne, n'a point fait mon procès d'après ma loi du 22 prairial. À ma honte, etc., etc., etc. Bref, c'est Robespierre qui est mort, qui est aux enfers, au sens antique, c'est-à-dire le Tartare et les Champs-Élysées. Et évidemment, faut-il vous dire, il est au Tartare. Et c'est Robespierre qui écrit à ses continuateurs. Alors là, j'y avais travaillé dans un autre livre où je m'étais amusé à faire un petit livre sur les représentations des enfers et l'utilisation politique des représentations des enfers pendant la Révolution. C'est absolument impressionnant parce qu'ils sont à peu près systématiquement sur les enfers antiques, donc pas du tout sur l'enfer chrétien. Donc la barque de Caron qui traverse le fleuve et puis ensuite on va soit aux Champs-Élysées et tout va bien, soit au Tartare et on grille gentiment. Robespierre est donc au Tartare et là c'est un genre littéraire qui s'appelle le dialogue des morts. Le dialogue des morts consiste à faire parler, comme le nom l'indique, des morts avec des vivants. Et le dialogue des morts c'est un genre qui remonte à l'Antiquité, qui a été revivifié au XVIIe par Fénelon, par exemple, et qui ressurgit avec la Révolution. Je m'étais beaucoup amusé avec ce thème des enfers, et c'était un des pamphlets que j'avais utilisé. Ensuite, les parties honteuses de Robespierre, suspense oblige, désolé madame, je garde en réserve les parties honteuses, mais bon, ça commence à sentir un peu des propos que vous devinez arriver. Et puis le dernier que je vous montre, il y en a, je ne sais plus si c'est une quarantaine ou une cinquantaine, j'en avais trouvé plusieurs dizaines en tout cas, jugement du peuple souverain qui condamne à mort la queue infernale de Robespierre. Le titre se passe normalement de commentaires, mais je vais quand même faire un commentaire. Le peuple souverain, la nation, qui a condamné à mort la tête et qui condamne désormais à mort la queue. Et quand on regarde le début du pamphlet, on ne peut se dissimuler qu'il existe une conjuration puissante contre la Convention, et si on laisse encore s'accroître quelques jours, la guerre civile sera inévitable. Je traduis, il existe une nouvelle conjuration, donc une nouvelle faction au sein de la Convention, et il faut arrêter ces gens-là et leur couper la tête, sinon ce sont eux qui vont vous la couper. Qui est derrière? On retombe sur les mêmes, Barère, Collot d'Herbois, Billaud-Varenne, bref, les cibles. Et les cibles, elles sont vite identifiées, avec encore, oui, j'avais dit la dernière, il y en avait encore un, avec encore peut-être ceci, donc j'avais oublié, grande comète où vous voyez ma queue, et là je résiste pas au plaisir, à Paris, les goûts, les modes, les usages changent tous les jours,
Habillement, nourriture, coiffure, spectacle, tout éprouve les mutations périodiques. Vous savez que Paris fait la mode déjà au XVIIIe siècle. Il en est de même en politique. Les événements de la Révolution donnent souvent de nouveaux mots au dictionnaire républicain. En voilà un qui fait rire toutes nos femmes. Pas tout le monde, toutes nos femmes. Chacun veut faire connaître sa queue. Vous voyez arriver des allusions sexuées. La queue de Robespierre, rendez-moi ma queue. Bon, bref, etc. La queue fait plaisir aux femmes. On tient un filon, on va y revenir. Pour ce qui est des cibles. Grande comète, ça veut dire le passage de la queue de la comète, hein? Ah oui. Eh bien oui, j'aurais vu. Bien sûr, bien sûr. Alors, qui est transformé en cible? Les montagnards qui continuent à siéger à gauche dans l'Assemblée, donc on va appeler très vite les crétois, parce que la montagne est réduite à sa crête, donc au sommet de la montagne, ou qu'on appelle aussi les derniers montagnards, et les jacobins. Alors regardez cette citation du Journal de France. On observe, etc., je ne vais pas la lire en entier, regardez la fin. Observez que toutes ces queues, toutes plus fortes les unes que les autres, sont une suite de la première, ne saurait pas être plus clair, et sont écrites dans le même sens, c'est-à-dire contre les Jacobins. Alors, qui sont les cibles principales? Très vite, ces cibles principales, il y en a 4 au lieu de 7, c'est-à-dire qu'il va y avoir une deuxième accusation présentée un mois après la première, et au lieu de cibler 7 personnes que je vous ai citées tout à l'heure, on va en cibler plus que 4, Barrère, Collot, Billot et Vadier, qu'on va très vite appeler les 4 grands coupables, et qui sont attaqués donc un mois après que la première dénonciation a été rejetée comme calomnieuse, et cette fois-ci, on va commencer à prendre la dénonciation au sérieux, on va commencer à enquêter, et tous ces gens-là seront arrêtés et condamnés à la déportation au printemps 1795. Ça veut dire quoi? Ça signifie que en Vendémiaire en 3, on n'est plus en Fructidor en 2, il y a un mois qui s'est écoulé, un mois et demi, et que les affrontements deviennent plus clairs. Les affrontements deviennent plus clairs parce que les cibles deviennent plus claires. Et voici ce qu'écrit par exemple Chasles, donc un des derniers montagnards. Il écrit ça justement au tout début de Vendémiaire en 3. Observons seulement que les inventeurs et les admirateurs de la queue de Robespierre sont les mêmes hommes qui prirent le deuil pour Capet, Louis XVI, et les 22 députés girondins. Sont les mêmes hommes qui assassinèrent Marat longtemps avant sa mort, autrement dit qui ont attaqué Marat, qui détestent la montagne et abhorrent l'égalité. Observons enfin que tous ces grands crieurs de queue de Robespierre sont pour la plupart des ennemis bien connus du peuple et de l'égalité, et que leurs adversaires sont presque tous des vrais et francs sans-culottes. Si Marat eût succombé devant le tribunal où l'avaient traduit messieurs de la Gironde, donc le tribunal révolutionnaire le 13 avril 1993, croyez-vous que ces messieurs ne se seraient pas évertués à lui faire des queues, à lui donner des continuateurs? Car à quoi servent les continuateurs et les queues? C'est moi qui ai souligné en italique. À quoi servent les continuateurs et les queues? À dépopulariser complètement la mémoire, les écrits et les principes d'un homme. J'ai presque envie d'ajouter que toute la campagne contre Robespierre est là, et à la limite jusqu'à nos jours. Je veux dire, si on veut étudier Robespierre sérieusement, commençons par le lire. Je veux dire, c'est pas la peine d'aller chercher tel livre ou tel livre sur Robespierre. Commençons par lire ses écrits, par les replacer dans leur contexte, par réfléchir sur ses écrits. Et je pense qu'on comprend déjà un petit peu mieux Robespierre au bout de ce travail de lecture. Et alors, Chasles est intéressant pour moi. Vous avez compris que je viens de travailler, là, puisque ça sort en septembre, on est au stade des épreuves du livre, sur les derniers montagnards. Chasles, c'est un cas assez spectaculaire. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est resté fidèle jusqu'au bout, donc les premiers irréductibles de gauche en France, qui est arrêté avec d'autres en Germinal en 3, donc en avril 1995, qui va être expédié d'abord au château de Ham dans la Somme, qui ensuite est enfermé à la citadelle de Sedan, et qui n'est libéré, amnistié, qu'à la fin de la Convention, quand la Convention se sépare pour laisser place au Directoire, qui fait partie de ceux qui sont déclarés inéligibles. Autrement dit, on les sort de prison, mais on ne peut pas les élire. Au même moment, les conventionnels font un système qui fait que 2/3 d'entre eux vont être réélus. Une soixantaine de députés, qui étaient les derniers montagnards, sont condamnés à une mort politique. C'est une grande première dans l'histoire de la Révolution. On les écarte sciemment, volontairement de la vie politique.
Et Chasles, il m'intéresse parce que, alors je ne vais surtout pas vous lire ça d'abord parce que c'est un peu pénible, hein, mais regardez en diagonale, souvent j'aime bien les comptes rendus médicaux parce que ça fait, je n'oserais pas dire que ça donne de la chair aux propos parce que dans le cas présent c'est un peu délicat. Chasles, c'est quelqu'un qui pendant ses missions en tant que représentant d'une mission a été blessé grièvement à une jambe par un boulet. Et quand il est arrêté, il commence par se plaindre en disant « mais on ne peut pas me mettre en prison ». Je veux dire, regardez l'état de ma jambe, je peux vous produire tous les certificats médicaux, etc. À chaque fois qu'il arrive en prison, d'abord au château de Ham et ensuite à Sedan quand il est transféré, et là c'est à Sedan, il y a des officiers de santé qui viennent, qui constatent l'état de sa jambe. Bon, bref, vous voyez la fin. La jambe ainsi que le pied sont en atrophie. On est en mai 95, 7 mai 95. En juillet 95, les mêmes officiers de santé reviennent, font absolument le même constat, ajoutent qu'en plus de ça, il est atteint par le scorbut. Eh oui, le scorbut, c'est pas que pour les marins. Hein. Dans les conditions carcérales de l'époque, on peut aussi attraper le scorbut. Regardez la suite. La jambe est sujette à des phlogoses qui occasionnent aux malades, etc., etc. La rougeur violette des plaies, c'est typiquement le cas de quelqu'un qu'on aurait dû sortir de prison pour des raisons médicales. Il en sort au moment de la séparation de la Convention, comme les autres, c'est-à-dire quand ils sont amnistiés. Et bis repetita, quand il en sort, c'est pour mourir politiquement. Donc voilà, un de ces fidèles de la gauche, je me suis permis un petit encart sur mon nouveau travail. Alors maintenant, je vais faire au moins une heureuse dans la salle. Non, pardon, j'ai anticipé. Le même Chasles écrivait ceci, j'allais l'oublier, il écrivait ceci en Thermidor, autrement dit juste au lendemain de la mort de Robespierre. Hein. Tous les patriotes sont accusés d'être les fauteurs de Robespierre. Autrement dit, il avait tout compris dès Thermidor, c'est-à-dire que le nouveau clivage, c'était pas on est pour ou on est contre Robespierre. Je vous rappelle que c'est une coalition hétérogène qui le fait arrêter. Hein. Et je vous rappelle que ceux qui prennent la parole sont quasiment tous montagnards. Donc, je veux dire, c'est pas la droite de l'Assemblée qui renverse Robespierre, c'est son propre camp, entre guillemets, géant, ce sont les montagnards qui le renversent. Et là, il avait déjà tout compris au fait que le clivage allait se faire, entre autres, sur des objectifs et des idées politiques, économiques et sociales. Et très rapidement, on va voir que ceux qui continuaient à penser à une république, certes une et indivisible, mais également démocratique et sociale ou égalitaire, pour lâcher le grand mot, ils n'étaient plus dans l'air du temps. Hein, et justement, Chasles en fait partie. Alors, j'y arrive. J'avais annoncé ça trop vite. Qu'est-ce que c'est que cette queue ? Qu'est-ce que c'est que cette queue ? Là, quand j'ai commencé ce travail, je m'attendais un petit peu à des choses. Hein. Je m'attendais, par exemple, évidemment, à la queue sexe, hein, parce que je savais déjà qu'au XVIIIe siècle, le mot « queue » était un des mots d'argot, comme on dirait aujourd'hui, utilisé pour désigner le membre viril, comme on dit. Mais je ne m'attendais pas forcément à tout ce que j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'était par rapport aux écrits, mais non, on fait... Alors, au début, c'est ça. Au début, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est la locution latine « in cauda venenum ». Dans la queue, le venin. Alors, je vous ai mis 2 extraits, mais il y en a plein. Alors là, il y a un embarras du choix. Au bout de la queue, le venin, ce proverbe est trop vrai. Et dans le titre, coupons-lui la queue, c'est clair. Suivant le proverbe, j'atteste que dans la queue, et le venin. Alors là, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, ça veut dire que c'est la suite de Robespierre, c'est la suite du parti, entre guillemets, géant de Robespierre. Puis je me suis dit, mais il faudrait peut-être que tu fasses, je parle de moi, hein, ce que tu fais d'habitude, c'est tout bêtement aller voir le dictionnaire du temps. Alors aujourd'hui, c'est très facile, il suffit d'aller sur Gallica ou Google Books, et on trouve le dictionnaire de l'Académie, on trouve le dictionnaire de Ferraud, on trouve au moins 4 ou 5 dictionnaires qu'on peut recouper. Et voilà ce que dit le dictionnaire de l'Académie sur cette locution latine, dans les définitions. Il est à craindre que la fin d'une affaire ne soit fâcheuse, quoique le commencement ne le soit pas. Se dit aussi de la suite d'une affaire, cette affaire aura une fâcheuse queue, une longue queue, ne laissons point de queue. Et un autre proverbe qui découle de la locution, il n'y a rien de plus difficile à écorcher que la queue. Si on ajoute qu'un autre sens du mot queue à l'époque, ça désigne la fin d'un étendard qui finit en pointe,
un étendard, bon, un drapeau plus long, hein, si vous voulez, et s'il finit en pointe, ce qu'on appelle, le mot qu'on utilise pour désigner la pointe, c'est la queue. Là, je crois que tout est clair. Le premier sens, c'est le parti, entre guillemets, je répète, gigantesque, hein, de Robespierre. Il existe encore. Vous avez abattu Robespierre, vous avez abattu plus de 100 personnes avec lui en Thermidor, mais méfiez-vous, il y a encore des partisans à lui, et entre autres à la Convention. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, vous l'attendez parce que j'en ai parlé, ce sont les queues de reptiles. Alors, je m'attendais au serpent, parce que c'est facile, parce que je l'ai repéré tout de suite. En fait, quand on regarde, tout est compliqué parce que c'est à la fois les serpents, c'est à la fois les serpents, alors je vous laisse lire les citations, hein, je ne vais pas les lire, sont à la fois les serpents qui sont cachés, donc qui sont fourbes et qui vont sortir de façon brutale pour injecter le venin, hein, dans votre cheville, mais ce sont aussi, même si les allusions sont plus rares, les références sont plus rares, c'est le serpent qui étouffe. Alors, il n'y a pas beaucoup de boas et d'anacondas en France, en France métropolitaine, en tout cas au XVIIIe siècle, mais on connaît les serpents qui étouffent. Pensez au Laocoon. Je ne sais pas si vous voyez la statue antique, le Laocoon et ses fils, il y a un gigantesque serpent qui entoure. Bon, bref, on connaît. Donc, ce sont les serpents en tout genre, avec du poison ou avec l'étouffement. C'est aussi l'hydre, parce que l'hydre, c'est très pratique. On coupe la tête et ça repousse, donc ça veut dire qu'il faut tuer l'hydre définitivement. Et comment est-ce qu'on fait? Si j'ose dire, on va demander à Hercule le mode d'emploi. Et puis enfin, il y a aussi des dragons. Alors c'est un peu moins fréquent, mais il y a aussi des dragons, parce que le mot draco en latin a donné des dérivés, et parmi les dérivés, finalement le dragon est apparenté à un reptile. Je me suis dit, est-ce que je leur projette en entier ça va être un peu long. Il y aura peut-être des dames pudiques dans la salle ou des messieurs pudiques dans la salle. Puis bon, depuis que les ministres font ça, après tout, je me dis pourquoi pas. La queue de Robespierre, mise en chanson sur l'air de Cadet-Roussel. Cadet-Roussel, vous savez, hein, alors deux LE ou un seul L, il y a des orthographes différentes, c'est classique à l'époque. Hein. Je pourrais vous le chanter, mais bon, déjà que la météo n'est pas clémente. La queue est un meuble à la mode auprès du sexe féminin. J'imagine que je n'ai pas besoin d'expliquer. Mais la queue est fort incommode lorsque je n'en vois pas la fin. Là, on passe à la queue politique. La première queue, c'est le sexe. La deuxième queue, c'est la queue politique. On n'en voit pas la fin, alors qu'on voudrait bien en voir la fin. D'un bout à l'autre de la France, si le peuple expire de faim, on est dans du politique. Hein, c'est la crise sociale derrière ça. C'est qu'on recule et qu'on avance. On est dans le sexuel, et je ne vous expliquerai pas, je recule et j'avance, et la queue est toujours sans fin. Suite. Alors, j'ai mis en gros, parce que sinon ça va pas être lisible. Hein. Quand ma queue et mon allumelle, allumelle c'est un autre mot pour désigner le sexe masculin, quand ma queue et mon allumelle percent certains réduits charmants, vous devez deviner de quoi il s'agit, j'entends une jeune pucelle crier « Hein, c'est un couteau tranchant !» Autrement dit, le sang de la guillotine est mélangé au sang de la défloration. On est toujours en plein objet sexuel. Hein. Votre queue à la Robespierre, dans votre sang, va se grossir. On est dans du sexuel, je ne vous fais pas de commentaires sur la queue qui grossit. Serrez la mienne tout entière, vous sentez naître le plaisir. On est dans du sexuel, indubitablement. Jadis, à la grande duchesse, à Monseigneur le Saint-Prélat, les gens de petite noblesse portaient la queue avec éclat. Ah tiens, là on se dit que l'auteur a un petit côté anticlérical, un petit peu... Bon, pourquoi? Parce que les gens de petite noblesse portaient la queue, évidemment, ça veut dire qu'ils allaient faire leur affaire sexuelle à la grande duchesse, pas de problème. À Monseigneur le Saint-Prélat, bon, évidemment, ça veut dire aller sodomiser le Saint-Prélat, c'est un petit peu anticlérical sur les bords. Mais, pour la queue de Robespierre, on revient du politique. Si tu ne veux pas la porter, monsieur le faquin en litière, commence donc par la couper. Donc on revient au programme politique, il faut couper la queue de Robespierre. Tu pleures, gentille donzelle, en voyant se faire dans leurs mains. Alors, se faire dans leurs mains, c'est à la fois le fer qui va couper la queue, et je pense que le fer dans la main, je veux dire, c'est aussi le sexe dans la main. Ma queue est innocente et belle, tu la retrouveras demain. On revient à du sexuel.
J'ai fait quand même une petite coupure, sinon ça va être trop long, mais cette queue est bigarrée d'amour, de sang et de plaisir. On est dans du quoi? On est dans du politique et dans du sexuel. Là, les deux sont mélangés. D'amour, de sang, de plaisir. Le sang, bis repetita, c'est à la fois le sang de la défloration de la jeune pucelle et c'est le sang de la guillotine. Il y a un autre passage que je vous ai épargné où il y a le sang menstruel aussi. Autrement dit, une scène sexuelle avec une dame qui a ses règles et ça apparaît, si j'ose dire, noir sur blanc dans le texte. Quand l'un travaille à la curée, c'est politique, un autre s'amuse à loisir, là on est dans du sexe. Moi, sous ma mauvaise mauderie, alors là j'ai un appel d'offres à au moins 100 €, payable évidemment en assignat, je n'ai pas trouvé ce que c'est qu'une mauderie. Bon, c'est bien, je vais faire des économies. Moi, sous ma mauvaise mauderie, dans ce temple de Lucifer, j'ai, sous une jupe gentille, pris le paradis en enfer. On est dans du sexuel total. Je répète que ça, c'est une chanson. Donc, ça se chante dans les rues de Paris, de Rouen, d'Arras, etc. Sur l'air de Cadet-Roussel. Alors, inutile de vous dire que c'est un moyen de communiquer politiquement qui est assez génial. Parce que pour peu qu'on apprenne la chanson et qu'on la chante dans les rues, il n'y a entre autres plus besoin de savoir lire parce que l'auditeur entend les paroles et c'est même pas la peine qu'il soit alphabétisé. Et ça se répand, pour le dire comme cela, à la vitesse du son. Donc c'est très, très intelligent de faire ainsi. Un dernier petit coup d'œil, toujours à la queue qui est un sexe. La lunette de la guillotine, vous savez ce que c'est que la lunette, c'est là où on met le cou, la partie en bois amovible, comme ça en dessous et comme ça au-dessus, puis ça se referme sur le cou, donc c'est pas du tout l'exécution telle qu'on l'a vu tout à l'heure en image. Et le vagin, donc dans des propos prêtés par Méhé de la Touche, coucou le revoilà, aux tricoteuses jacobines, c'est-à-dire les supposées femmes qui allaient tricoter, faire leur tricot en regardant la guillotine, en discutant chiffon naturellement et cuisine. Une dévote de Robespierre, alors ça n'est pas un pamphlet dans la lignée de la queue. Alors j'ai eu un peu plus de mal à trouver celui-là parce que justement il n'y avait pas le mot queue dans le titre et que je l'ai trouvé un peu plus par fouille. Une dévote de Robespierre qui venait d'entendre aux Jacobins l'oratorien Fouché dénoncer la queue de Robespierre, dit en sortant que si elle tenait tous ces faiseurs de queue, elle leur tordrait le cou. Une autre sœur ajouta « Oh, il y a encore dans ces Jacobins un tas d'intrigants qui ne parlent que de lois et de conventions, mais patience, ils y passeront tous. » Bon, pas de commentaire parce que je crois que c'est clair. Évidemment, il invente les personnages, il se met à la place de ces femmes jacobines. Mais regardez la fin. On sait ce que c'est. On sait ce que c'est que passer par la porte de ces dames. On sait ce que c'est que de passer par la porte de ces dames. Si à la fois ce sont des tricoteuses, donc la porte de ces dames, c'est la guillotine, la lunette de la guillotine, et passer par la porte de ces âmes, évidemment, c'est passer par leur vagin. Donc on est encore dans la queue sexuée. Voilà, c'est fini pour le croustillant, désolé. Le quatrième sens. Alors plus discret, parce que je l'ai trouvé moins souvent, c'est lié à la queue de cheval, soit naturelle, soit lié à la perruque, mais c'est lié aux cheveux. Alors ça, voilà, c'est Robespierre qui descend aux enfers, et qui descend aux enfers, qui est supposé descendre aux enfers sans sa queue. Là, je crois que ça vaut le coup de le lire en entier. Vous voyez que le nom qui est à la première ligne, c'est le nom de Samson. Samson, c'est le bourreau pendant la Révolution, simplement ça s'écrit avec un N, et dans le pamphlet, c'est écrit avec un M. Donc inutile de vous dire que ce n'est pas une coquille typographique, c'est que c'est une référence au Samson et Dalila, qui perd sa puissance quand on lui coupe les cheveux. Quand on lui coupe la queue. Lorsque je fus prêt, c'est Maximilien qui parle, lorsque je fus prêt d'aller à l'échafaud, le redoutable Samson vint très impoliment me couper la queue que je portais. Jusqu'à là, c'est banal. Le bourreau coupe le col de la chemise, coupe les cheveux pour que le rasoir national fasse son effet. Cet outrage acheva de m'accabler.
Et si j'avais eu des forces dans ce moment, j'aurais repoussé le profane qui osait porter une main sacrilège sur ma queue dictatoriale. Mais hélas, il ne m'était plus permis de faire entendre quelques plaintes mal articulées. Et pour cause, vu la mâchoire. Il fallut donc se la laisser couper et partir pour ces lieux, les enfers, la tête tendue par derrière. Quel affront! Robespierre le sauveur, le dictateur de la France, Robespierre le dieu des Jacobins, Robespierre et sans queue. Non, je ne puis plus longtemps supporter cette honte. Rendez-moi ma queue, je vous en conjure, rendez-moi ma queue. J'en ai le plus grand besoin dans ce lieu que j'habite, il parle des enfers. Partout les ombres s'assemblent autour de moi, m'appellent le roi, le tyran des Jacobins, tant il est si vrai que je n'étais que leur ami et leur complice. Les plus audacieuses portent l'insolence, les plus audacieuses ombres, les morts, portent l'insolence jusqu'à danser devant moi avec des gestes de mépris et jusqu'à dire « il n'a pas de queue, il n'a pas de queue ». Si fait morbleu, j'en ai une, leur dis-je en colère. Ah, vous m'excuserez du peu, mais il n'a pas de queue, il n'a pas de queue, c'est pas seulement la queue de cheval. Vous allez dire que je tire peut-être les cheveux, pas la queue, les cheveux un peu trop. Alors, je donne un deuxième exemple. Le fameux Les Intrigants et les meneurs des Jacobins au manège de Franconie, je vous avais dit que je reviendrai un petit peu. Il est complètement hallucinant, et au passage, on connaît l'auteur, là, Hervé, ça te dira, et peut-être à d'autres personnes dans la salle, c'est d'Olivier, le curé de Mauchamp, qui rédige une pétition en faveur des taxateurs et que Robespierre publie en 1792 dans son journal. Bon, c'est pas n'importe qui, d'Olivier. Là, c'est un auteur qui a de la culture. En gros, il s'amuse à plagier Ovide, les métamorphoses d'Ovide, pour exploiter le thème de la queue sectionnée qui réduit à l'impuissance. Et il transforme les Jacobins en chevaux. Et dans son pamphlet, Franconi himself, le Franconi, le génial organisateur de spectacles équestres, se charge de leur d'expliquer aux Jacobins que leur queue pousse et s'allonge et est garnie de crins. Patatras, les étalons robespierristes, entre guillemets géants, sont un petit peu trop agités, sont un petit peu trop puissants, on n'arrive pas à les amadouer, et l'être suprême, merci, il y a un maréchal au sens maréchal Ferrand, qui est avec Franconi, qui lui dit « Oh là là, oh là là, oh là là, calmons-nous, vous n'arriverez jamais, même si tu es Franconi, à les amadouer. Ne serait-il pas à propos de leur couper la queue? Ils nous incommoderont toujours sans cela, et avec leur queue, ils nous couvriront de boue pour peu qu'il y ait des orages pluvieux. » Alors, couper la queue pour les talons, inutile de vous dire que ce n'est pas couper la crinière ou couper la queue de cheval, c'est couper autre chose, et que les étalons Robespierrot ou Robespierristes deviennent des hongres Robespierrot ou Robespierristes, ou des ci-devant étalons, enfin en tout cas, ils sont réduits à l'impuissance. Et politiquement, c'est ça, ils sont réduits à l'impuissance. Et attention, ils vont nous couvrir de boue, les Jacobins vont nous calomnier. Et si on les réduit à l'impuissance, on ne sera pas calomnié. Le cinquième et dernier sens, sous réserve qu'il y en ait d'autres qui aient échappé à ma sagacité, le cinquième et dernier sens, c'est celui-là. C'est celui qu'on connaît encore, faire la queue. Alors, faire la queue, je ne l'ai pas trouvé nominalement. J'ai cherché, parce que j'y pensais forcément. Faire la queue, je ne l'ai pas trouvé. Mais il me paraît apparaître, alors c'est très tardif, parce que c'est une gravure de 1797, et donc évidemment on est bien après la campagne pamphlétaire, on est sous le directoire. C'est très tardif, mais c'est quand même sacrément intéressant. Il y a la queue aux enfers, même si c'est une représentation des enfers un peu particulière. Vous avez sur la droite, alors bon, passons sur la discorde qui agite ces serpents là, vous avez ici, le film ne va pas être assez long. Bon, le personnage qui est le plus à droite, qui est en train de coiffer la mort avec un bonnet rouge, c'est Marat, que dis-je, c'est Danton. Il est en train d'embrasser justement Marat, il coiffe la mort et la mort embrasse Marat. Et ce qui m'intéresse, regardez le personnage qui est derrière avec une faux, c'est Robespierre. La faux, évidemment, c'est le symbole de la faucheuse, donc de la mort. Et il tient dans les mains, mais la reproduction est mauvaise, donc ça doit être illisible pour vous. Il brandit un papier avec la main gauche, la main droite, c'est la faux. Loi du 22 prairial, loi du 17-7 breu.
Loi du 22 prairial, la loi dite de Grande Terreur, loi du 17 septembre, la loi des suspects. Derrière vient Couton, qu'on reconnaît très bien avec ses béquilles, et à ma connaissance, c'est une des rarissimes, voire la seule représentation, enfin je sais pas Hervé si tu en connais d'autres, moi non, représentation de Couton en infirme, avec ses béquilles, je n'en connais pas d'autres. Ensuite vient Carrier, ensuite, bon, il y a Hébert, et ils font la queue. Et je pense que c'est un des sens potentiels. On m'avait dit 1 heure, et je dois avoir déjà peut-être dépassé un tout petit peu, donc je vais en arriver à... Mais de toute façon, on répondra après, je répondrai aux questions, hein, aux interpellations. Est-ce qu'il y a eu des échos de cette queue de Robespierre? Alors j'ai trouvé quelques échos tardifs, mais ça je dois avouer humblement que ce n'était pas du tout le centre de mon propos, ni de mon livre, donc j'ai fait un sondage. Je ne suis pas allé m'ensevelir des semaines entières à la Bibliothèque nationale pour vérifier tous les titres. Hein. Mais ce qui m'est apparu, et je n'avais pas besoin de plus, je n'avais pas besoin d'aller plus loin, c'est que sous le Directoire, sous le Consulat, sous l'Empire, la queue de Robespierre, on s'en moque. Je veux dire, c'est passé de mode, c'est pas la peine de s'attarder sur la queue de Robespierre. Hein. Donc, si vous repensez à ma question d'origine, queue éphémère ou queue interminable, queue éphémère qui dure en gros quelques mois après la mort de Robespierre, on en parle encore un peu en l'an 3, et puis ensuite ça disparaît. Ce qui est amusant, c'est qu'en 1815, quand d'aucuns commencent à vouloir décrire Napoléon, pas n'importe lequel de Napoléon, celui qui revient de l'île d'Elbe, hein, donc celui des 100 jours, et on commence à le décrire parfois comme un Robespierre à cheval, on voit des queues. La queue de Bonaparte, hein, ou la queue de Robespierre ou le règne des baïonnettes, on est en 1815, bon, on est en plein dans cette thématique-là. Après, je n'en ai pas trouvé, ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas, parce que je répète que je n'ai fait qu'un sondage, et je me suis arrêté à quelque chose qui me sautait aux yeux, hein, c'est qu'il y a des queues de Robespierre qui paraissent en 1848, au moment de la Révolution de 48, y compris si c'est mai 49. Hein. Et ce qui était amusant, c'est que j'en ai trouvé qui étaient favorables à Robespierre et aussi à Robespierre. C'est-à-dire qu'on peut manier les deux. Hein. Je ne suis pas allé plus loin, je n'ai pas regardé s'il y en avait sous la Commune. Je répète que c'était une phrase dans ma conclusion et que je n'avais pas envie d'aller plus loin. Ce nonobstant, il n'en reste pas moins que si on va sur Internet aujourd'hui et qu'on tape la queue de Robespierre, alors vous allez tomber sur les pamphlets, hein, d'une façon ou d'une autre. Vous allez peut-être tomber sur mon livre aussi, je n'en sais rien. Mais on trouve des choses qui sont ce que j'appelle des inepties, quoi. Hein, le grand n'importe quoi. Alors, dans les inepties, je vous en ai mis 2, mais il n'y en a pas que 2. Hein. Celle-là, sur un site, le Tribunal du Net. Alors, ne me demandez pas ce que c'est que le site, le Tribunal du Net. Hein. Nous ne ferons plus jamais la queue de la même façon, sitôt que nous serons instruits des événements survenus à Paris le 28 juillet 1994, 9 Thermidor en 2, jour, je cite, où il y en a un pour qui ça chauffe et pour qui l'histoire va s'arrêter là. Vous aurez reconnu Max la menace, Roby, le monstre, etc. Et puis la deuxième, là je vais être plus sérieux, parce que là on est dans le ridicule. Hein. La deuxième, je vais être plus sérieux, c'est rien moins quand même que Michel Onfray. Vous savez que Michel Onfray, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler philosophe ou publiciste, ou les deux, mais bon, peu importe, il a pour habitude assez régulière de s'attaquer à des sujets qu'il ne connaît pas forcément et de faire un livre sur un sujet qu'il ne connaît pas forcément. Ça peut être en sciences, ça peut être en littérature. Et un bon jour, peut-être parce qu'il donnait des cours à Caen, il s'est piqué de faire un livre sur Charlotte Corday, qui s'intitulait, je crois que je l'avais vu, oui, allons-y pour les titres, La religion du poignard, éloge de Charlotte Corday. C'est un petit livre, qui est franchement tout sauf intéressant, qui s'est fait assassiner en bonne et due forme dans les annales historiques de la Révolution par Guillaume Mazot, je crois, Hervé. Il me semble que c'était Guillaume Mazot, en 2020 ou 2021. Donc j'avais regardé un peu, etc. Et franchement, c'était, je répète, franchement inintéressant. Mais il est interviewé. Et le journaliste, ou la journaliste, je ne sais plus, lui dit « Vous dites qu'il faut couper la queue de Robespierre qui a tendance à repousser comme celle des lézards. Elle repousse sur le cul de Mélenchon, par exemple ?» Alors, jetons un voile sur le vocabulaire journalistique en question.
Jetons un voile sur le fait que si je ne m'amuse, la queue des lézards, ça ne repousse qu'une fois, ou ça repousse 2 fois la queue des lézards. Je n'ai pas l'impression que ça repousse si souvent que ça. Jetons évidemment un voile sur le cul de Mélenchon, je vous laisse apprécier. Mais ce qui m'intéresse, c'est la suite. Michel Onfray, qui ne s'offusque pas du cul dit de Mélenchon ou de quoi qu'on veuille, et qui dit, c'est une expression, avec un ton docte, forcément, c'est une expression qu'on doit aux socialistes du XIXe siècle, comme Proudhon. Quand je vois qu'on propose aujourd'hui de baptiser une rue Robespierre, je suis sidéré. Alors, je vous laisse votre appréciation pour la deuxième partie de la citation, mais la première partie, c'est pas la queue qui m'en tombe, encore que, ce sont les bras qui m'en tombent. La queue de Robespierre, c'est une expression qu'on doit aux socialistes du XIXe siècle, comme Proudhon. Je crois avoir vaguement discouru pendant 1 heure pour vous dire que la queue de Robespierre, ça datait de l'été 1794. Voilà, je suis au bout, non pas de ma queue, mais de mon rouleau, de ce que j'avais prévu pour tenir 1 heure, et je suis évidemment à votre entière disposition pour vous montrer d'autres choses intellectuellement s'entend.